Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. C'est inédit sur le continent. L'annulation de l'élection présidentielle kenyane suscite beaucoup de réactions depuis le 1er septembre. Un jugement de la Cour suprême du pays qui, selon les experts, témoigne de la maturité et la démocratie du Kenya. Comment lutter contre la fraude et l'impunité? Une conférence est tenue à ce propos en République démocratique du Congo. L'objectif étant d'améliorer le climat des affaires dans le pays. Et puis le Niger fait face à des pluies torrentielles depuis le mois de juin. Des aléas climatiques qui ont déjà fait une quarantaine de victimes, des dizaines de milliers de sinistrés et de nombreux dégâts matériels. Mais tout d'abord, l'association des juges et magistrats du Kenya s'insurge contre les remarques du président sortant Uhuru Kenyatta qui, selon elle, ont eu pour effet de dénigrer les juges de la Cour suprême suite à leur décision d'annuler le scrutin du 8 août 2017 qui le donnait vainqueur avec 54,27% des voix. En effet, lors d'un rassemblement avec son parti qui s'est tenu le 2 septembre, le candidat sortant a qualifié les magistrats de la Cour suprême d'escrocs. Toujours au Kenya, avec la communauté internationale et les experts qui saluent l'impartialité et la neutralité des juges de la Cour suprême et principalement celle du juge David Maraga. Si la décision montre la maturité des institutions kenyanes, du côté des partisans, les avis divergent. Sharon Kamara. L'élection présidentielle du 8 août 2017 au Kenya a marqué un tournant dans l'histoire de la démocratie africaine. Pour la première fois, une Cour suprême a invalidé les résultats d'une élection. Dénonçant des irrégularités lors du scrutin, le juge David Maraga a ordonné l'organisation d'une nouvelle élection. Une décision saluée par les partisans du leader d'opposition, Raila Odinga. Vous pouvez voir les véhicules. Les policiers passent, personne ne lance de pierres. La police ne s'attaque à personne. Mais regardez, si ce n'était pas juste, beaucoup de gens auraient pu mourir. Peut-être que j'aurais pu être mort, quelqu'un d'autre quelque part. Nous n'avons pas besoin d'aller à d'autres élections, car Raila a emporté les élections. C'est un fait. Ils ont suivi le système, ils verront qui a remporté les élections. Je suis tellement déçu de la communauté internationale parce qu'ils n'ont pas vraiment pris leur temps pour observer et signaler les informations correctes qu'ils ont reçues. À 72 ans, Raila Odinga est candidat à l'élection présidentielle pour la 4e fois. L'homme politique avait déjà eu recours à la Cour suprême en 2013 pour dénoncer des fraudes lors de l'élection qu'il opposait déjà au président Uhuru Kenyatta. Contrairement à 2013, où la Cour suprême avait fini par valider l'élection du président Kenyatta, cette année, la requête de l'opposant Odinga a abouti. Une décision qui ne ravit pas tous les Kenyans. Je pense que ces élections ont été loyales. Organiser une autre élection est une perte de temps, surtout pour les collégiens, les lycéens, les étudiants qui auront des examens à cette période-là. Suite à l'invalidation historique de l'élection du 8 août, la commission électorale doit organiser un nouveau scrutin dans le délai constitutionnel qui est de 60 jours. Une nouvelle élection qui opposera toujours Raila Odinga au président sortant Uhuru Kenyatta. Les 15 millions d'électeurs kenyans devront à nouveau se rendre aux urnes d'ici au 31 octobre 2017. Comment assurer le bon climat des affaires en République démocratique du Congo? Plus de rigueur et lutter contre la fraude et l'impunité. Telles sont les résolutions prises lors de la conférence consacrée à cette question. Elle s'est tenue du 29 août au 1er septembre à Kinshasa. C'est en présence de plus de 150 opérateurs économiques du pays. Reportage de Jacques Mboka. Redonner confiance aux investisseurs qui œuvrent en République démocratique du Congo, c'est le but de la conférence sur le climat des affaires organisée par le gouvernement congolais du 29 août au 1er septembre 2017. À l'issue de 4 jours de travaux qui ont réuni plus de 150 participants au Kempinski Fleuve Congo Hôtel du Congo, il s'est dégagé la volonté de l'exécutif congolais de sécuriser les investissements en RD Congo. Le gouvernement va organiser dans quelques jours un atelier spécial en vue d'étudier les voies et moyens pour réformer les fonds en comble le système fiscal actuel. Tout le monde sait que notre système fiscal est archaïque, lourd et inefficace. Il favorise la corruption et la concussion, décourage l'investissement et enrichit plus les agents de l'État que l'État lui-même.
Parmi les résolutions prises à cette conférence, l'on note le renforcement des contrôles aux différentes frontières, notamment celle de Lufu, frontière avec l'Angola, et de Kasumbalesa, frontière avec la Zambie. À cette dernière, la conférence recommande qu'un mur soit érigé pour lutter contre la fraude douanière. On n'érige pas un mur pour empêcher les Zambiens d'entrer au Congo. Nous érigeons un mur pour arrêter l'entrée frauduleuse des produits qui échappent à la douane. C'est pour empêcher ces voies détournées, ces variantes-là qui se multiplient le long de la frontière qu'on a dit pourquoi ne pas ériger un mur pour qu'il y ait un canal par lequel tout le monde passe. Et comme ça, nous savons effectivement qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti. La conférence sur le climat des affaires en RD Congo a révélé par ailleurs plusieurs failles qui mettent l'État au banc des accusés. Beaucoup, parmi les observateurs, estiment cependant que les résolutions de cette conférence ne se concrétiseront que si l'État congolais lutte efficacement contre la corruption et l'impunité, deux fléaux qui rongent la société congolaise. Au Niger, le bilan s'alourdit après les pluies torrentielles qui ont balayé le pays depuis le mois de juin. À la mi-juillet, l'ONU faisait état de 23 victimes et plus de 19 000 sinistrés. Mais le 30 août, les autorités ont publié un nouveau bilan, loin d'être rassurant. Celui-ci fait état d'au moins 44 victimes et plus de 77 000 sinistrés. Reportage de notre correspondant Sadolis Mokhtar. Une pluviométrie exceptionnelle caractérise l'hivernage 2017 au Niger. Cette pluviométrie s'est malheureusement accompagnée d'énormes dégâts matériels et humains dans principalement les villes de Niamey, Maradi et Zender. Au moins 44 personnes sont mortes et plus de 70 000 autres sinistrés à travers le pays depuis juin suite à des pluies torrentielles. Niamey totalise 17 morts. Plus de 8 000 habitations ont également été détruites par les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale ces derniers jours. J'ai tout perdu. Ma maison s'est effondrée et depuis, je dors à l'air libre sur cette grande voie. J'ai pas où aller. Depuis que ma maison s'est effondrée, je loge chez les voisins en attendant une solution. Moi, je ne peux pas estimer ce que j'ai perdu. Il ne me reste plus rien. À Niamey, la capitale, les autorités ont appelé des milliers d'habitants à évacuer les zones menacées par une montée des eaux. Un mécanisme de gestion des catastrophes spécialement dédié à la gestion rapide des catastrophes naturelles est à pied d'œuvre afin d'apporter une réponse rapide aux soucis des populations victimes d'inondations, affirment les autorités. Nous sommes en train de dégager les obstructions au passage des eaux. C'est le couloir naturel des passages des eaux. Nous sommes en train de dégager toutes les obstructions. Et nous sommes en train de sensibiliser la population aussi pour que vraiment ces couloirs de passage naturel soient dégagés afin que les dégâts soient minimes. L'État n'a pas failli à cette mission. L'État a apporté des secours conséquents à ces populations sinistrées. Des kits en vivres et non vivres ont été apportés à ces populations. Au Niger, les inondations sont devenues un problème récurrent. Pour rappel, au moins 50 personnes avaient péri dans les inondations qui avaient touché environ 150 000 personnes à travers le pays en 2016. La situation humanitaire des populations sud-soudanaises au centre des préoccupations des organisations non gouvernementales. Le conflit en cours dans le pays depuis décembre 2013 a conduit au déplacement massif des populations vers le nord-ouest du pays, à Demzouber. Sa population augmente sans cesse et comprend à ce jour environ un tiers des personnes ayant fui les conflits, des personnes qu'il faut nourrir, loger et protéger. La ville de Demzouber, au nord-ouest du Soudan du Sud, a augmenté d'un tiers sa population en accueillant des dizaines de milliers de personnes déplacées. Ces populations fuyant les combats sont aujourd'hui davantage exposées à un risque de famine. C'est du moins le signal d'alerte relancé par le Comité international de la Croix-Rouge présent sur place. L'organisation rappelle que les hostilités entre troupes gouvernementales et rebelles sont un frein aux circuits habituels d'approvisionnement et risquent de couper les voies d'évacuation des déplacés. Des individus sont venus le matin et ont attaqué Raja. L'attaque était horrible, beaucoup de gens ont perdu la vie, certains sont même allés vers le nord. Nous étions venus ici dans l'espoir de retrouver les nôtres, mais depuis 2016, aucun résultat.
La guerre civile qui a éclaté au Soudan du Sud depuis 2013 a fait au moins 2 millions de déplacés et dans plusieurs localités du pays, notamment dans le nord, des centaines de milliers de civils sont privés d'une aide vitale de base selon les Nations Unies. Une situation qui est d'autant plus inquiétante, les combats ont forcé la plupart des organisations non gouvernementales à cesser leurs activités et réduire leur personnel dans des zones où pourtant leurs actions s'avèrent nécessaires. Dame Zuber a été très affecté par la crise, car entre juin 2016 et juin 2017, ils ont reçu plus de 2850 familles, comparé à d'autres endroits où les gens sont arrivés, mais ont dû continuer vers d'autres localités. Dame Zuber est vraiment le plus touché et c'est pourquoi nous avons estimé qu'il était urgent d'apporter de l'aide. Le 21 février 2017, la plus jeune nation d'Afrique a officiellement déclaré l'état de famine dans le pays. Aujourd'hui, 42% de la population, soit environ 5 millions de personnes, ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. La sécheresse aggrave la situation, le bétail est pillé, les récoltes sont détruites ou volées durant les affrontements. De nombreux Sud-Soudanais peinent à assurer leur subsistance. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.